Bien, bonjour à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Vano Otton et puis je suis content de vous accueillir en aussi grand nombre pour profiter de cette expérience qui est de faire le portrait du parcours professionnel d'Hélène Pearson, la scénographe. Allons-y déjà pour une belle présentation. Hélène Pearson, c'est la grande qualité de son travail et de sa réputation de conceptrice investie n'est plus à faire. Femme orchestre de la scénographie, conceptrice de maquillage et de costumes fantastiques, excellente peintre scénique, conceptrice de décors, d'accessoires et d'installations muséales, elle peut porter chacun de ses chapeaux toujours en se dévouant à l'enseignement de l'histoire des styles, de la conception et de la réalisation d'accessoires, de la conception de maquillage et des techniques de peinture de scène, etc., etc. Je ne peux pas tout nommer. Écoutez, bon, Alors, Hélène, oui, allons-y d'une première question. oui, OK, Quand on regarde par-dessus son ah oui. épaule, puis qu'on voit toute l'ascension des 36 dernières années, Mhm. comment on se J'adore. sent? Comment on sent? Ça donne-tu le vertige? Je prends un respire. Vanna, je suis obligée de te répondre que oui, parce que là, j'ai dû faire l'exercice, vous vous doutez bien, de reculer des 36 dernières années pour ressortir des boîtes qui ne sont pas toujours en ordre ces 36 années. Oui, un vertige, mais une surprise, parce que chacun de ces contrats-là que je fais depuis 36 ans, je les fais un après l'autre, dans le moment présent, je mets ça dans une boîte, je passe à d'autres choses. Puis là, de les voir tout étalés, un à la suite de l'autre, j'étais comme vraiment, c'est comme si je prenais pour la première fois un vrai recul sur ma carrière et que là, je voyais la multiplicité, la quantité, l'énergie donnée et la témérité. En toute humilité, je vous dis que j'étais très téméraire. Quand on me demandait de faire quelque chose pour la première fois, je disais oui, je vais le faire. Hélène, tu vas nous sculpter une tête avec la scie à chaîne, oui. Ben oui, j'ai déjà fait du ciseau à bois, donc une scie à chaîne. Montrez-moi comment la brancher, puis je vais vous faire ça. C'est comme ça que j'ai mené ma carrière tout le long. Ça fait que ça a été un plaisir de prendre ce recul-là, d'étaler ces 36 ans-là, et ça va continuer. C'est un beau plaisir aussi d'être avec Vano ici, qui a été, je suis obligée de le confesser, mon premier élève du début de ma carrière d'enseignante. C'est fantastique! Un Voilà, pur hasard. hasard. Hélène, ben, pour accompagner l'entretien d'aujourd'hui, évidemment, on est allé à la rencontre de certains collaborateurs, certaines collaboratrices qui ont une, une importance dans ton parcours. Et j'irai tout de suite vers une première capsule. On s'éloigne un petit peu du théâtre. Nicole Catelier. Je suis réalisatrice en muséologie ou encore, on peut dire, comme metteur en scène des expositions thématiques. Et puis, je suis cinéaste aussi. Et le premier projet, c'était automatique. Je vais voir Hélène, puis j'ai dit, ça te tente-tu? Tu vas faire une série de répliques sur les comptoirs. Tu vas travailler comme si il y a un laboratoire d'archéologie, puis il y a eu une bombe. Une bombe ou un cataclysme. Ça pourrait être une éclipse, comme il va y avoir lundi, mais cette fois-là, tout s'arrête. Tout est gelé, est comme scellé. Et c'est comme si les archéologues avaient laissé quelque chose pour les futurs archéologues, pour que quand il allait arriver, tout est en place pour qu'ils comprennent comment qu'on vit, comment qu'on mange, comment qu'on travaille, quelle sorte d'outils on a pour travailler en archéologie en l'an 1996 et 95, pardon, on l'a fait en 95. Et on a commencé à travailler sur ça à partir de 1993. Ça s'appelle archéotopo. On l'appelle archéotopo parce qu'on fait un topo sur l'archéologie. Et tout est figé, ce qui va être, mais les gens peuvent tout manipuler. C'est ça qui était le jeu des visiteurs. Ah, imagine-toi le fun qu'elle a eu là-dedans. Elle faisait toute la scéno, tout l'aménagement autour de ça. Les objets, on les exposait, mais on creusait dans le comptoir
Comme elle a fait tout le dessus du comptoir, il était fait tout en strates. Parce que l'archéologie, ce qui est intéressant quand tu coupes une coupe de terre, c'est que tu vois tout l'étagement du temps. Je me suis dit, comment essayer de rendre l'invisible visible? Puis avec Hélène, on a joué, on s'assoyait là, puis on se mettait à dire tout ce qui était le plus fou possible pour faire passer l'invisible au visible, mais sans dire c'est le point sur le i. Mais Hélène, sa sensibilité, ça, c'est remarquable. Elle est sensible, elle est à fleur de peau. Alors, tout ça, au niveau du travail, dès qu'on commençait sur quelque chose, on laissait aller, comme je t'ai dit, toutes les folies, à rire, à faire des anecdotes, à faire des petits dessins dans le coin de nos feuilles. J'ai encore mes notes de travail avec Hélène, où on voit dans les cahiers, puis elle vient même dans mon cahier, la petite grimeuse, puis elle laisse des petites traces, là, tu sais, des petites traces, je vais laisser un petit mémo, puis là, tout à coup, je le retrouve quand je relis, parce que après ça, on essaie juste... Moi, j'écris le scénario, tu sais, ça fait qu'il faut vraiment que je réarticule, j'enregistre pas ça, nos folies, mais je prends des notes, et elle aussi, elle en prend. Alors, quand il se fait un travail d'élaboration, c'est un peu comme vous autres, quand vous êtes en scéno avec la personne qui fait la mise en scène, vous travaillez vraiment avec le metteur en scène. À un moment donné, tu n'es pas avec tous les comédiens. Hein, vous êtes vraiment ensemble, puis il y a une connivence. Il y a vraiment une grosse connivence. Et nous autres, je pourrais dire que c'était au-delà de la connivence, là. C'était un assemblage parfait. On riait, et on tombait dans la tristesse. Et on tombait dans quelque chose qui nous avait affectés et qui faisait qu'on le prenait et on le récupérait pour rendre la chose qu'on cherchait, comment rendre visible la difficulté de vivre. Elle s'investit énormément dans le projet. Elle est... je t'ai dit qu'elle était très sensible. Hein? C'est comme... je sais qu'elle part et elle rêve, elle fait des rêves, puis elle revient avec ses rêves. Elle ne dit pas nécessairement ça quand elle arrive, mais à un moment donné, tu t'aperçois que c'est quelque chose qu'elle a rêvé. Elle disait, quand elle a commencé avec ses déchirures dans ce projet-là, elle disait, il faudrait qu'il y ait des déchirures. Et j'ai trouvé que le mot était très juste, puis elle n'avait jamais lu la partie de l'archéologue qui a parlé des niveaux de territoire, de terrain à cet endroit-là, qui ont été vraiment remarquables. Puis à cet endroit-là, exactement, toute une partie de la pointe à John, où est l'endroit où est le bâtiment, a disparu avec le temps et s'est effondré. On voit des déchirures. On voit que des fois, le sol a dénudé des arbres et on voit comme tout le côté déchirure, si tu veux. Et là, j'ai trouvé ça, mon Dieu, mais c'est ça, Hélène. Puis elle me dit, j'en ai rêvé. Elle a pris ça, elle a entendu toute l'histoire du récit des mouvements des sables, les coquillages qui s'amoncellent là-dedans. Elle a tout saisi et elle amalgame ça. Puis elle a dit, oh, je le sais. Puis dans ce temps-là, elle frissonne. Elle fait, c'est comme si elle est branchée. Il y a un courant électrique. Elle est drôle. Là. Merci, Nicole. Une scénographe peut se servir de ses connaissances en conception muséale, on sait, mais j'aimerais ça que tu nous dises, au-delà de ça, que tu nous partages qui te stimule dans l'aménagement puis la mise en valeur des sujets d'exposition. Ce qui est fascinant, c'est comme une école perpétuelle. Elle vous a raconté quelques bribes, là, c'est une conteuse formidable, puis ça me donne des frissons. J'en avais, là, Nicole, des frissons. De continuer d'apprendre, de connaître des communautés qu'on n'a pas connues, qui ont habité sur la planète il y a 6000 ans, de se plonger dans cette histoire-là, de la ressentir, puis après ça, de supporter, de créer un environnement qui parle déjà. Et ça, avec Nicole, on pouvait faire ça. C'est une excellente conteuse, mon Dieu, je le redécouvre ici. Là. Avec elle, on pouvait théâtraliser le lieu pour ensuite recevoir les objets qui, eux, étaient bien sûr magnifiques dans cet espace-là. C'est comme un double propos. Alors, on met en ambiance le spectateur qui rentre et on dépose l'objet sur ces fragments
qu'on pourrait nommer, là, dans Archéotopo. Donc, de se plonger dans des histoires. Et aussi, un côté intéressant qu'on ne vit pas au théâtre, c'est de visiter le lieu avec le spectateur, d'être en immersion avec le spectateur dans le lieu muséal, donc habité par le spectateur. Mais Nicole, c'était fantastique parce que tu es ouverte à toute une théâtralité. C'est que toutes les idées les plus folles, c'était « Ah oui! » C'est que là, nous autres, c'est « Ah bon! » C'est que c'était comme du carburant, là. Et je me suis rendu compte en sortant toutes mes photos et mes aventures avec Cinémanima que j'ai fait un plongeon, là, comme ça, on dit « Vas-y, plonge! T'es capable de nager! » Puis elle faisait une confiance inouïe, ce qui fait que quand je prenais à partie de créer pour une exposition, s'il y avait des murages, je voulais les faire. S'il y avait de la patine, je voulais les faire. Des plans de construction, oui, des maquettes. Fait que c'était comme autant en micro qu'en macro. C'est ça que j'ai aimé beaucoup de l'aspect muséal. C'est on est très, très proche. Puis à un moment donné, il faut voir une ensemble. Il faut s'éloigner et ressentir toute cette histoire d'un premier coup d'œil. Puis après ça, de la découvrir en catimini. On pourrait nommer, peut-être vous verrez d'autres diapositives, là, mais on a vu, moi je vois plus rien. Mais la tortue Abitibi-Winnie, où on a en Abitibi-Témiscamingue rencontré la communauté Abitibi-Winnie, on a mangé du castor bouilli, du banix, ce qu'on a ressenti, vécu avec la communauté, puis livré un décor qui est une tortue majestueuse qui s'est promenée au Québec, puis qui est allée en Europe. C'était des permissions extraordinaires. Et, mon Dieu, là, je suis émue. Je vais remercier toute la confiance que Nicole m'a accordée au sein de Cinémanima, puis la force de l'équipe aussi, avec Cinémanima. Plein de gens autour qui font des plans. On est ensemble pour faire les montages, pour faire le bricolage. On avait même loué un atelier sous les bureaux de Cinémanima, puis là, ça, en bon québécois, ça gaulait, ou ça, en bon anglicisme, c'était un petit carburateur là, en dessous. Là, il se passait autant du théâtre que du cinéma. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire pour la muséo pour l'instant, mais j'en aurais... Ben, c'est super parce qu'on a bien d'autres choses à dire aussi. Alors, je me tourne vers mon interlocuteur. Ben, en fait, on parle du cadre muséal où la créativité s'installe dans la pérennité le plus souvent. Par contre, en art vivant, hein, on est surtout plus près de l'éphémère. Puis, j'ai envie de te parler tout de suite, en fait, de rentrer dans le vif du sujet de l'éphémère, par le biais du maquillage, de la conception des maquillages. Puis, la prochaine capsule présente quelqu'un avec qui tu pratiques pleinement cet art-là. Je m'appelle Alain Gauthier, je suis metteur en scène à l'Opéra. Donc, j'ai étudié en fait en théâtre à l'UQAM pour devenir acteur. Et j'avais quand même le goût de toucher à la mise en scène. Donc, mais j'aimais aussi beaucoup la musique. J'ai même co-animé une émission sur l'opéra à CIBL à l'époque. Donc, j'avais ces deux passions-là, musique et théâtre. Et à un certain moment, à l'Opéra de Montréal, on cherchait des aspirants metteurs en scène pour faire partie du programme de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, qui est un programme qui prend des jeunes professionnels pour les amener vers leur métier. Et entre autres choses, dans ce stage-là, on faisait de la régie, ce qui m'a permis de voir un peu comment fonctionnaient les rouages de l'opéra. Et j'ai fini par être régisseur principal pendant plusieurs années, avant de faire de la mise en scène, ce que je pensais ne pas faire, mais finalement, la mise en scène m'a rattrapé. Et maintenant, depuis quelques années, je ne fais que de la mise en scène d'opéra, ici, au Québec, à Québec, à Montréal, évidemment, les deux grandes maisons, mais aussi dans le reste du Canada et aux États-Unis aussi. Donc, je travaille un peu partout. Moi, j'ai rencontré Hélène en 2015 quand on m'a demandé de faire la mise en scène de La Flûte enchantée de Mozart à l'Opéra de Québec. Donc, c'était ma première collaboration avec l'Opéra de Québec. Et Hélène était déjà chef maquilleuse pour l'opéra, pour toutes les saisons, je ne sais pas depuis combien de temps, mais c'était la maquilleuse de l'Opéra de Québec. Et donc, on s'est rencontrés, évidemment. On a eu des réunions de production. On a commencé à échanger sur ce qu'on voulait faire. C'était une production assez
féerique. Donc, on avait une certaine permission d'aller un peu plus loin dans la caractérisation des personnages. Et là, c'est là que le coup de foudre est arrivé. On s'est trouvé une passion commune pour l'élaboration des personnages, parce qu'Hélène travaille toujours dans l'esprit de la psychologie d'un personnage. C'est pas du dessin, là. Ce n'est pas pictural. Ce n'est pas que pictural. C'est une grande artiste. On connaît son trajet. Mais pour le maquillage, souvent, ça peut devenir très... On, on ouvre les traits, on rajoute un peu de fard. Tu sais, c'est pas du maquillage, c'est pas ça. Avec Hélène, le maquillage, c'est du théâtre et c'est comment raconter l'histoire. Et ça m'a tout de suite plu. On a tout de suite eu un coup de foudre, un échange et donc on passait personnage par personnage. Puis elle proposait des. J'aime beaucoup. C'est une peintre aussi, donc elle dessine ses maquillages sur les figures. Elle vient de prendre des photos des chanteurs, des acteurs, et elle crée le personnage comme si elle inventait quelqu'un de nouveau. Et ça m'a accroché tout de suite. Et bon, et le résultat était absolument fantastique. Quand on travaille les maquillages avec Hélène, évidemment, c'est toujours, ça dépend. Quand on travaillait avec les jeunesses musicales, c'était une plus petite salle. On était à l'Abordé, en fait, à Québec. Donc, mais on travaillait quand même dans le détail, mais le détail perceptible quand même pour le spectateur. Pas, et quand on se retrouve au Grand Théâtre, évidemment, tout ça prend d'autres proportions parce que le maquillage de théâtre pour une grande scène comme ça, puis surtout à l'opéra, on a des situations hors normes, plus grandes que nature. Donc, il y a un travail technique de comment dessiner des traits pour une grande salle et pour une petite salle. Mais ça n'a jamais été un enjeu parce que Hélène possède tellement son média, qu'elle sait comment l'adapter naturellement. Donc, moi, je sentais jamais que c'était gros. Je sentais juste que c'était juste tout le temps. Donc, la justesse par rapport à l'échelle de la scène où on était. Puis, je suis sûr que si on travaillait au cinéma ensemble, il y aurait cette même justesse-là, mais il y aurait le personnage aussi. Donc, pour moi, c'est le signe d'une grande compréhension de son métier puis de son art aussi. Donc, je suis toujours fasciné de voir qu'un maquillage qu'on peut voir de près, qui a de l'air vraiment beaucoup trop appuyé sur scène, donne exactement l'effet désiré. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimé faire avec Hélène, c'est que on travaille en amont sur la conception des personnages, entre autres. Je pense beaucoup aux jeunesses musicales parce que on avait du temps. C'est moins poussé. On a plus de temps. Puis j'étais à Québec, donc elle pouvait venir voir les répétitions, tout ça. Mais je sais, un des moments que j'aimais beaucoup, c'est que c'est la journée où elle conçoit sur le visage pour la première fois le maquillage avec l'acteur. Et ça, c'est comme un moment privé où je suis pas là. Moi, je suis à l'extérieur. Puis elle m'appelle, puis elle dit OK, Alain, tu peux venir. On est prêt à te montrer ce qu'on a fait. Puis elle dit tout le temps ce qu'on a fait. C'est jamais ce que j'ai fait. C'est vraiment, elle considère déjà que c'est un travail d'équipe. Et là, je vais pas dans la loge. Elle s'assurait qu'on monte à l'étage parce que la lumière était meilleure. Puis à la bordée, il y a une espèce de grand mur rouge-orangé qui était comme notre mur de fond. Puis là, je montais. Je prenais l'ascenseur, puis j'arrivais au palier. Puis là, elle voulait me le montrer dans les meilleures conditions, en fait. Puis là, je découvrais toujours des splendeurs, évidemment. Et c'est un moment que j'aimais. Puis je repartais. L'endroit où on logeait était tout près de l'Abordé. Donc, je repartais. Puis on me disait, bon, je te rappelle dans 2 heures. Puis je revenais, puis on regardait le résultat là, dans le hall d'entrée de l'Abordé où il y a ces grandes fenêtres vitrées pour vraiment voir avec un éclairage quand même assez fort, mais naturel. Puis là, on voyait toutes les subtilités. Puis là, on se donnait quelques notes. Des fois, ben, tu sais, elle-même se donnait des notes. On pourrait accentuer tel ou tel détail. Alors, je pensais que c'était trop fort, mais finalement, on va pouvoir en mettre un petit peu plus. Donc, c'est des moments... c'était tranquille aussi. Il y avait juste elle, moi et l'artiste. C'était un à la fois. Elle les prenait un à la fois. Donc, c'est un moment un peu intime. Puis c'est à la fin, on faisait ça à la fin de la série des répétitions. C'était comme les journées de congé avant les dernières générales. Donc, c'était comme la fin de semaine. Je sais pas, j'ai un souvenir comme on sait que le spectacle est monté, ça va bien. Puis là, on est en train de juste faire de la beauté. Hélène est
c'est comme la meilleure. C'est la fille la plus proche du metteur en scène, en fait. Je la vois presque plus comme une assistante à la mise en scène que comme même maquilleuse, ça décrit pas bien parce on pense blush, rouge à lèvres, mais ça n'a aucun rapport. C'est des outils. C'est vraiment une artiste c'est une scénographe, quelqu'un qui fait un costume, un accessoire, un maquillage. Pour moi, en tout cas, Hélène l'amène au même niveau, au haut niveau de l'interprétation. Mais comme Alain décrit, là, tu une façon très personnelle, puis très efficace de concevoir les maquillages. J'aimerais ça que tu nous expliques davantage. Il nous a décrit beaucoup de choses, mais que tu nous parles des étapes par lesquelles tu passes pour arriver à faire ces dessins-là, tu sais, puis... OK. Ben pour moi, la tête n'est pas dévissée du corps puis à côté du comédien ou du chanteur. Je m'explique. C'est tout le tableau visuel d'un spectacle qui est interrelié. C'est un tableau qui doit exprimer toute la même affaire. Fait que si le costume est très fort, en couleur, en texture, en intention, il faut aussi appuyer ça au niveau du visage pour compléter le tableau. Ça, c'est ma première vision. Je travaille un peu comme un peintre, comme une peintre. Je suis beaucoup inspirée par les peintres, d'ailleurs, qu'ils soient fauvistes, expressionnistes. Je vais puiser beaucoup là-dedans, plus m'inspirer de quelle permission ils se sont donnés pour aller aussi loin dans la couleur et dans l'intention. Donc, la première chose, c'est d'entrer en contact avec l'œuvre. J'aime entendre la musique qui va être véhiculée. J'aime lire le livret, bien sûr, pour savoir à quoi j'ai affaire. Puis rapidement, en contact avec le metteur en scène, mais j'arrive déjà avec ce que ça a provoqué en moi. Des dessins, des idées, ou ce que j'ai perçu des personnages. Je vais l'amener déjà au metteur en scène. Et là, je l'écoute bien, là. Qu'est-ce que tu ressens de tel personnage? OK. Celui-là. Ah oui, OK. Ah non, tu trouves pas qu'il est méchant? Ah non. C'est comme on pige là. Tu penses pas qu'il peut y avoir un petit rictus d'un bord qui est ambigu, puis que là, de l'autre bord, il est triste, puis que là, on joue là-dedans, on fait presque. On magasine des sourcils, puis des affaires, là. Ceux qui font du maquillage vont comprendre ce que je dis. Au-delà de ça, le plus important pour moi, c'est aller à la rencontre de l'interprète. Là, j'ai eu la perception du metteur en scène. Ça va me prendre absolument la perception de la personne au costume, puis je les gère comme des perceptions individuelles. Après ça, les décors, c'est une autre perception. Tout ça est lié, mais je vais entendre tout le monde. Puis après ça, le plus important, c'est d'aller vers l'interprète, de le prendre en photo actuelle, pas il y a 20 ans, maintenant, et après ça, de repartir avec ça chez nous, de tout imprimer ça, là, de sortir mes crayons de couleur Prismacolor, les plus vieux par son meilleur, puis là, d'aller chercher les caractères, de donner des esquisses préliminaires que je vais montrer rapidement à l'équipe, au metteur en scène d'abord, puis à la personne au costume. Parce que des fois, je vais gérer aussi les coiffures. C'est comme un tout. Voilà. Puis c'est certain que ça évolue jusqu'à la générale technique, générale première, dans les lumières, on va s'ajuster, on enlève, on en remet, puis ça dépend si c'est eux qui se maquillent ou si c'est nous qui les maquillons. Ça, c'est deux enjeux. Mais je suis un professeur assez exigeant. Donc, il y a beaucoup de maquillage à faire pour les gens qui ont à se maquiller. Quand ça me va arriver, ils font « Oh, pas couleur ». Tu es reconnu pour tes nombreuses conceptions de maquillage. Puis juste à l'opéra, là, dans le milieu de l'opéra, tu en cumules comme une centaine, d'après ce que j'ai compris. Mais on connaît ça dans le milieu du théâtre. On te connaît aussi pour ça, pour le maquillage, mais on te connaît pour tes
belle conception de costume aussi. Puis il y en a plusieurs pour lesquels tu as été récompensé. Je pense à Rhinocéros, puis je pense aussi à la pièce Le bourgeois gentilhomme. Puis la prochaine capsule, c'est le metteur en scène du bourgeois gentilhomme qui va nous faire un beau témoignage. Je m'appelle Martin Genet, je suis metteur en scène. Mes débuts avec Hélène, c'est dans un contexte bien particulier. C'est au Collège Garneau, Collège François-Xavier Garneau. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce qu'Hélène donnait des cours. Puis moi, je dirais en fait que c'est là que j'ai appris à faire de la mise en scène avec les étudiants. Et puis Hélène, donc, ça l'a vraiment cliqué assez rapidement. Je pense qu'on avait la même folie, on avait les mêmes visions, là, déjà artistiques, mais aussi humainement. Je pense qu'on a cliqué très, très vite aussi. C'est une épicurienne, elle aime la vie, elle mord dans la vie, elle a des idées folles. Puis donc, vite, ça a connecté. Puis on s'est donc rencontrés dans un premier temps dans l'artistique, si on veut, parce qu'on guidait les élèves. Puis tu sais, déjà, on sentait qu'on avait cet amour-là du métier, qu'on avait cette générosité-là, en fait. Puis c'est devenu tranquillement pas vite, donc une amie, littéralement. Et puis plus tard, parce que moi, j'ai commencé à faire de la mise en scène seulement qu'en 2000 à peu près. Donc, j'ai commencé beaucoup plus tard. Et puis, j'ai pas pu faire autrement. C'est à Hélène que j'ai pensé quand j'ai commencé avec mes premières mises en scène. J'ai connu Hélène, en fait, pour les costumes, puis j'ai connu Hélène pour les maquillages aussi. Donc, on a travaillé ensemble sur plusieurs projets, maquillage et costumes. Hélène, elle est vraiment très généreuse, en fait, dans sa façon de créer. Elle est comme sans limite, sans fond et sans frontières. Puis c'est ce que j'ai beaucoup aimé de cette femme-là, c'est quand on s'assoit avec elle, c'est que tout d'un coup, il y a comme une liberté qui s'installe. Puis j'ai appris avec le temps que pour être capable de bien créer, il faut être en confiance. Et ce qui fait qu'avec Hélène, il n'y avait jamais de doute. On était juste sur un mode de création, puis on se nourrissait l'un l'autre. Puis ça se faisait vraiment dans le plaisir. Je dirais qu'à 99,9, tout s'est fait dans le plaisir et dans la folie. Puis on a des beaux moments de création parce que je pense qu'on vivait les mêmes délires, là. Fait que, tu sais, je nommerais une production, entre autres, qui est vraiment... Je pense que ça a été la plus épeurante aussi parce que c'est celle, je trouve, où on s'est laissé aller, là, vraiment. C'est l'opéra de Katsu qu'on a fait avec le Trident. Hélène faisait les costumes. Puis j'avais envie de quelque chose de vraiment débridé, je dirais, puis je ne peux pas faire autrement que de travailler avec Hélène. C'était comme la personne pour aller chercher cet univers-là foisonnant. J'avais vraiment envie de quelque chose qui éclate par rapport à cet aspect-là brechtien aussi. On brise le quatrième mur, on veut quelque chose qui est hyper théâtral, qui est trop théâtral. Puis est sorti de cette production-là, en fait, cette espèce de mot où on se disait hey, « on va être capable un jour de faire de la sobriété ». Puis là, Hélène de dire sobriété, qu'est-ce que tu veux dire par sobriété? Tu sais, je disais, on est donc bien extravagant. Puis elle faisait, ah ouais, tu trouves? Le texte était au cœur de nos réflexions, ce qu'on avait envie de dire comme créateur face à cette œuvre-là. Donc, il y avait comme une belle étape. Alors, je me rappelle, elle faisait brûler des petits morceaux de bois avec une petite fumée. On était comme dans une espèce d'état particulier. Puis on se laissait aller. Puis c'était même pas... c'était pas provoqué. C'est pas, OK, là, on va parler du show. Puis là, on s'assoyait, on parlait de la vie, puis à un moment donné, on bifurquait, puis là, on se mettait à parler de la production. Puis on se rendait compte qu'on avait fait nos devoirs aussi. On avait vraiment lu le texte, fait une recherche, ce qui fait que c'était une rencontre artistique nourrie de quelque chose. C'était pas... et c'est ce que j'ai beaucoup et apprécié encore d'Hélène, tu sais, c'est pas juste de la parure, c'est pas juste un effet, c'est quelque chose qui est profond, qui est ressenti, puis une volonté de dire quelque chose. Donc, je sentais vraiment qu'on était une belle équipe, tu sais, pour être capable de défendre des projets où il y avait de la substance, là, tu sais, monter l'opéra de Katsu, c'est ça, là, il faut s'y mettre, il faut faire de la recherche, il faut savoir ce qu'on a envie de dire aujourd'hui qu'un projet comme celui-là, puis j'avais comme la personne idéale pour faire ça, tu sais. Une des premières productions que j'ai faites avec Hélène, c'est Jacques et son maître, aussi, qui était au Trident, qui était aussi une belle grosse tarte bien garnie, disons. Là, tu sais, on est tombé aussi dans une belle folie. Je pense que c'est là, je pense que c'est notre première expérience, en fait, Jacques et son maître. On proposait une esthétique très tchèque. On proposait quelque chose qui était inspiré de Svang-Mayer, qui était des marionnettes sculptées dans le bois, qui étaient justement très marquées. Puis je me disais, puisqu'on propose un univers marionnettique pour Jacques et son maître, je pense qu'il faudrait que
les manipulateurs soient cette image-là, parce qu'on parlait de différents degrés de lecture, qui manipule qui, donc l'auteur qui manipule ses personnages, mais qui est manipulé par Dieu. Fait qu'il y avait comme vraiment plusieurs couches à exploiter. Donc on se disait, les manipulateurs, eux, pourraient avoir cette esthétique-là un peu marionnettique, donc quelque chose qui est proche de ce que faisait Svengmayer, en fait, avec quelque chose de la sculpture du bois. Fait que j'avais comme Hélène, c'était comme parfait pour aller travailler ces maquillages-là, tu sais. Puis c'est ce que j'ai aimé aussi d'Hélène. En début d'entrevue, je disais qu'elle était généreuse. Tu sais, moi, je suis metteur en scène, je travaille en amont dans la réflexion un peu intellectuelle, mettons, de la dramaturgie, de ce que j'ai envie de dire, de la sensibilité. Je trouve que vous, les scénographes, les concepteurs de costumes aussi, tout ça, il y a comme quelque chose à la fois entre toute cette réflexion-là, cette recherche, mais toute la fabrication, après ça, l'atelier, après ça, la recherche de magasinage. C'est énorme, tu sais. Puis je voyais Hélène, là, tu sais, je veux dire, elle m'a invité chez elle, là, puis j'ai vu la cave chez eux, là, pendant l'opéra de Katsu. Je veux dire, il n'y avait plus de place. Il y avait juste des manteaux, des bottes, des robes de mariée. Puis tout ça, c'était pour l'opéra de Katsu. Elle avait fait livrer ça, elle avait trouvé ça. Mais elle était sans fin. Elle était sans fin, tu sais. Puis c'est ça, fait cette générosité-là, en fait, qu'on s'est partagée, je dirais, j'ai toujours trouvé ça précieux. Puis ça vient pas de tous, cette générosité-là. Puis quand je dis générosité, là, c'est pas réducteur, générosité de talent, en ce sens de se vouer à l'œuvre. On a travaillé sur Le bourgeois gentilhomme ensemble. On avait envie d'une version contemporaine, si on veut, de faire une nouvelle lecture, là. C'est un peu normal. Je pense qu'aujourd'hui, on a envie de prendre un classique puis de voir c'est quoi sa résonance et tout ça. Ce qui fait qu'évidemment, qu'au niveau l'espace scénique, la scénographie, les choix esthétiques, les costumes, les maquillages donnent un indice majeur pour le spectateur dans le choix, justement, de faire quelque chose de contemporain ou pas. Donc, ça prend une grande complicité entre le metteur en scène puis toute l'équipe pour faire « OK, on s'en va là, puis qu'est-ce qu'on veut dire, puis pourquoi on fait ce choix-là, et quel... » Contemporain, c'est large, là. Ça ne s'arrête pas à dire le mot contemporain. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Comment on le traduit? Donc, on s'est attaqué au bourgeois gentilhomme, qui est donc tout d'un coup de prendre un classique puis de le tweaker, si on veut. Fait que, il y avait une voiture sur scène, la musique était western. On avait vraiment, encore une fois, éclaté la forme, mais sur une page blanche. C'est Marie-Renée qui avait fait le décor. Là, c'était vraiment juste une page blanche. C'était tout ça. Puis ça commençait, tout était blanc, noir et blanc. Puis là, de cette page blanche-là, ça éclatait comme si sur les coups de crayon qu'on venait porter sur la page blanche faisait l'éclat de cette histoire-là, qui est beaucoup trop grosse pour être vraie quelque part, tu sais. Puis ce qui était beau d'Hélène, en fait, c'est qu'elle avait comme pas de limite, dans le sens que des fois, j'arrivais avec des affaires, puis je disais, je pense qu'il faut que les personnages qui sont soumis à ce personnage-là, au bourgeois, qui en a enlevé leur personnalité, je pense qu'il ne faut plus qu'on les reconnaisse. Il faut que ce soit des êtres blancs. Il leur a enlevé complètement leur personnalité. Fait que j'ai fait, je pense qu'il faut qu'on trouve comment ils sont blancs, même leur visage. Fait que, tu sais, elle est arrivée avec quelque chose où c'était comme, c'est ça, c'était des personnages blancs qui se fondaient dans le décor blanc. Fait que, tu sais, elle était comme, je pense qu'elle m'a jamais, on n'est jamais arrivé à faire, ouais, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Je pense qu'on n'est jamais arrivé à cette conclusion-là, tu sais. Je pense qu'on a toujours trouvé un chemin pour s'exprimer puis de défendre, encore une fois, la dramaturgie. Dans différentes productions, que ce soit au niveau des maquillages, au niveau des costumes, c'est ça, on a vécu un peu une histoire d'amour artistique, si on veut. Puis tu sais, Hélène, mon petit mot d'amour pour elle, en fait, moi, je l'appelle ma sorcière bien-aimée. Hélène, c'est vraiment comme... c'est ça, c'est plus qu'une conceptrice. Pour moi, c'est une amie. C'est devenu ça au fil du temps. Cette complicité-là, artistique, a bifurqué vers l'amitié parce qu'une trop grande complicité. Grande complicité. En compagnie de Martin, tu as travaillé sur beaucoup de spectacles avec lui, en conception, maquillage et costume. Oui. Hein, c'est fantastique ce qu'on vient de voir. À peine, en fait, on n'a pas tout vu. J'aimerais ça que tu nous continues à nous expliquer ce que Martin a commencé, à nous expliquer la dynamique créative que tu as avec lui. Tu sais, comment
Comment ça se passe? En fait, Martin, déjà, à la base, tellement inspiré, investi, il va tellement à fond dans sa dramaturgie, mais en plus, il y a toujours le souci de divertir. On va dire le divertissement n'a pas toujours sa place quand c'est sombre, mais oui, des fois, en temps de guerre, on peut se divertir. Hein. Je trouve que ce don-là, puis ça me parle énormément. Fait que ma première réponse serait quand l'inspiration prend feu. Parce que quand on parlait ensemble, ça allumait, ça, on sentait qu'on rebondissait l'un sur l'autre. Oui, j'avais déjà des images. Je le rencontrais rapidement quand il m'interloquait pour faire une production, pour avoir son pouls. Mais avant même de le rencontrer, quand je savais le titre de la pièce, de mon bord, c'est comme si j'essayais de devancer quelque chose. Je faisais mes devoirs, puis j'arrivais déjà avec des idées. T'es là, wow, ma petite Julie. C'est ça, c'est comme ça. On avait comme une espèce de vitesse particulière ensemble. On entre vite dans le cœur du sujet, puis assez rapidement, la conception prend forme. Ça fait qu'il y a comme un bon... il intègre bien aussi mes idées de fou, là. Ça, c'est la force d'une rencontre, je trouve, entre un metteur en scène et il l'a nommé à quelque part, que ça prend du jus visuel pour pouvoir intégrer ça. Et ça fait partie un peu de la mise en scène, un peu comme Alain l'a nommé. On participe en quelque sorte à la mise en scène en donnant des clés, comme par exemple une joke de costume. Je donne un exemple. Dans Le bourgeois gentilhomme, la femme du bourgeois, elle a toujours une coiffe sur elle, puis quand elle l'enlève, c'est comme un genre, presque de la crème glacée molle. Ça monte très haut. Quand elle l'enlève, c'est une grande perruque grise qui a exactement la même forme. Puis là, c'était le fou rire général. Mais ça, j'avais du terrain pour ces choses-là, pas juste pour les jokes, pas juste pour les blagues, mais j'ai senti toujours que j'avais beaucoup d'espace avec Martin, puis que c'était très... mon Dieu, je pense qu'on s'inspire l'un l'autre beaucoup. Moi, j'aime beaucoup son propos, sa façon d'aborder l'œuvre et la vie aussi. La générosité. Épicurien, est-ce qu'il est là? La générosité dans la les deux générosité, sens. oui, vraiment. Mais avec Martin, j'avais des échanges où j'envoyais les esquisses de costumes préliminaires, puis j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Fait qu'il y avait de la lecture à faire en tournant les pages comme ça. Des fois, ça restait sur mes esquisses. Il y en a qui ont pu être témoins de ça, que mes esquisses restaient toujours barbouillées de mes premières pensées liées à l'œuvre ou au personnage. C'est le fun, ça. Gros clin d'œil. Je dirais, Martin nous a dit quelque chose, hein, il nous a dit qu'il a vécu peut-être une sorte d'histoire d'amour artistique avec toi. Et je dirais que c'est certainement pas le seul créateur avec qui tu entretiens un lien aussi fort et durable. Puis, on va regarder la prochaine capsule. C'est quelqu'un avec qui tu travailles depuis vraiment très longtemps. Mon nom, c'est Marie-Hélène Poulain et je suis comédienne ici à Québec pour avoir travaillé partout en tournée. Je suis comédienne et metteur en scène aussi. En 88, on me demande de faire une mise en scène. Entre autres, c'était la magnifique pièce de Dario Fo, Mystero Buffo. Et j'avais besoin de quelqu'un pour faire les éclairages. Et c'était au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique ici à Québec. Et quelqu'un du milieu me dit « Bien, Hélène Pearson, tu serais bonne. » Puis c'est vrai qu'Hélène, je l'avais connue un petit peu, on s'était croisés. Elle était rentrée après moi au conservatoire, elle était en scéno, moi j'étais en jeu. Alors je l'appelle, puis ça a été le coup de foudre. Avec Hélène, on a une relation, quand je disais un peu unique, là, et qui s'est traduite par une grande amitié, c'est devenu une grande amitié. C'est que on a comme une capacité toutes les deux à visualiser ce dont on parle. Donc, elle m'apprécie beaucoup. Elle m'a souvent dit, comme metteur en scène, « Marie, t'arrives, c'est clair. » Fait que je la mets sur une piste, puis là, elle part là-dessus. Et c'est ce qui est le plus drôle, c'est qu'elle, en retour, elle pense à quelque chose, puis moi, je continue, puis là, je pense. Puis quand on se parle, ça se rejoint. On dit, on n'a plus besoin de se parler. Elle assiste à une lecture.
OK? Comme par exemple, je fais un personnage ou je dirige une production, elle assiste à une lecture, puis avant, on s'est rencontrés. Puis après ça, quand elle revient, elle arrive avec des propositions qui collent à ce qu'on a discuté parce qu'on dirait qu'on voit dans le même sens. Et Hélène, là-dessus, elle a été absolument extraordinaire parce que son ingéniosité, c'est qu'elle est partie des visages des comédiens. Puis elle m'a dit, ils sont décédés, on va presque les momifier. Puis elle est partie des visages, elle a fait des moulages, elle a fait des dessins, elle m'a présenté ça, ce qui a fait que, finalement, quand la pièce a eu lieu, les acteurs avaient des prothèses et on aurait dit des momies qui se parlaient. On est vraiment parti, on est allé jusqu'aux momies. Et je me rappelle encore des photographies, mais je me rappelle aussi des acteurs quand ils essayaient ça puis qu'ils se voyaient là-dedans. Et le tout, c'est que c'est unique, mais c'est absolument confortable. Pour elle, le confort de l'acteur est important. Tu ne te retrouveras pas avec quelque chose qui va faire que tu ne peux plus respirer, que tu es coincé. Alors, elle a de l'ingéniosité aussi dans... Bien, je parlais tantôt qu'elle était perfectionniste, mais elle ne va pas s'arrêter tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle voit, ce qu'elle veut. Puis ça, là, c'est... Je veux dire, Hélène, elle est comme ça depuis le début. Puis je la connais comme ça dans les costumes, dans les décors, dans ses maquillages. Elle est vraiment créatrice, mais elle est vraiment ingénieuse. Elle te surprend. Elle va t'amener dans des possibilités que des fois, sans te rendre compte, des fois, moi, ça me rend compte en jasant, parce qu'on jase beaucoup. Je dis des choses, je parle de couleurs, je parle d'atmosphère. Puis moi, bien, comme je viens beaucoup aussi de la chanson, je parle beaucoup de rythmique, de rythme. Pour moi, c'est très important. Puis elle a pris quelque chose, elle a enregistré quelque chose, puis elle va me ramener ça après, puis c'est exactement ça. Fait que il y a une nourriture absolument extraordinaire pour moi là-dedans, là, à chaque fois qu'on travaille ensemble. C'est toujours surprenant. Travailler avec Hélène, c'est absolument toujours retrouver une nouveauté. Une nouveauté qui s'amène, qui se prolonge, qui nous amène plus loin. C'est comme une nouveauté, mais c'est comme un peu vieillir en âge. Ça arrive avec une maturité. Donc, on est toujours dans quelque chose de création, de nouveau, mais de plus en plus assumé, de plus en plus vrai, de plus en plus nuancé. Hélène, c'est quelqu'un qui mène large. Puis je pense qu'Hélène, en tant que créatrice, ce qu'elle aime, c'est quand quelqu'un est capable de ramasser toute cette richesse-là et de dire « oui, on s'en va là ». Et là, ça marche numéro 1. Avec Hélène, j'ai eu la chance énorme de jouer, de faire de la mise en scène, de diriger des groupes d'étudiants, de diriger une troupe semi-professionnelle. Et j'ai fait aussi... J'ai eu la chance aussi de faire tous mes shows solo, accompagnés par elle, soit les décors, les costumes. Puis je pourrais vous dire que quand j'arrivais dans des salles en tournée, ces décors, ça rentre au pouce carré. Je veux dire, là, les techniciens n'en revenaient pas. Là. Puis on a envoyé des décors par bateau pour les Îles-de-la-Madeleine. Ça arrivait dans les caisses, les gens les déballaient, pile. Mais le beau cadeau que j'ai eu il y a quelques années, avant la pandémie, ça a été de chanter dans sa grande robe, dans le « Où tu vas, quand tu dors en marchant », son magnifique tableau du 7e continent. Ça a été vraiment pour moi un bonheur. On sent la grande confiance. J'aimerais Oui. savoir là, ce rapport-là entre la metteur en wow. scène puis la scénographe, basé sur la confiance. Qu'est-ce que ça apporte à la conceptrice? Ça apporte, je trouve, un carburant d'abord. C'est comme si on est chez soi et qu'on peut s'amuser. Ça donne la permission de... Puis ce que Marie-Hélène a relaté, c'est vrai, c'est assez exceptionnel. C'est comme si, à un moment donné, on faisait de la télépathie et que quand je partais, c'est ça, parce qu'elle m'avait dit, puis je revenais avec mes images, je me disais, mais c'est ça que j'ai vu. Tu sais, souvent, ou même quand on venait pour parler en même temps, c'était une même image qui venait. On était vraiment avec la même paire de lunettes, dans le même regard visuel des choses. C'était vraiment surprenant. Ça l'est encore, d'ailleurs. Parce qu'on travaille depuis très longtemps ensemble. Puis avec elle, j'ai fait mes armes, je trouve, avec toutes les permissions que j'ai eues.
Tout à coup, un spectacle, je dis « Ah, Marie, je vois les personnages tous maquillés en bleu et blanc. »« Ah oui, vas-y. » Ah, là, je les vois c'était comme si j'étais dans un immense laboratoire puis que j'avais la permission de faire des tests, mais je m'assurais que ça soit cohérent avec le propos, avec le spectacle. Mais j'ai pu faire beaucoup d'expérimentation à l'intérieur de ces spectacles. Puis j'aimais beaucoup nos échanges, puis je trouve qu'elle est très forte pour analyser un auteur, un texte. C'est une passionnée de dramaturgie. Et ça, elle communique bien, puis les images viennent là, instantanément. Donc, un respect du côté visuel, un respect du côté de la mise en scène qui sait intégrer le visuel. Et ça, j'ai trouvé que c'était sa force, de prendre non seulement les idées visuelles émises, mais de les mettre dans sa mise en scène. Alors, si on met une paille, t'es sûr que la paille va servir. Alors, ça, c'est fantastique. C'est un cadeau pour un scénographe, vraiment. Merci, Marie. Puis t'as tout fait avec elle. Là, moi, j'ai appris que Oui. t'as aussi conçu des éclairages. Je savais pas ça du tout de toi. Oui, c'était mon dernier projet de fin d'année au conservatoire, c'était l'éclairage, puis c'est la chose qui m'a le plus transportée. Parce que moi, je fais de la peinture, mais là, je peignais avec de la lumière que je ne savais pas ce que ça allait donner. C'était dans ma tête. Et quand ça s'est allumé, je suis allée chercher des techniciens, j'avais l'air d'une vraie folle. J'ai dit, venez voir si c'est allumé. C'est comme dans ma tête. J'oublierai jamais ce moment-là. Je suis sûre que mes derniers soupirs, je disais, ah, c'est allumé. Je m'en souviens encore, comme c'était hier. C'est fait que j'étais approchée pour les éclairages après ça, par Marie. Je n'ai pas perduré longtemps là-dedans parce que ça a roulé. J'ai travaillé dans des galeries en art visuel pour comprendre l'art contemporain. C'était fascinant. On en reparlera à une autre conférence. Ça reviendra. J'irai tout de suite vers la prochaine capsule. Tiens. Je m'appelle Alexandre Fecteau, je suis metteur en scène, directeur artistique de Nous sommes ici, une compagnie de production de théâtre, coordonnateur artistique de Où tu vas quand tu sors en marchant. Hélène Pearson, comment je l'ai connue? Bien, pour moi, Hélène Pearson, ça a d'abord été quelqu'un qui faisait des conceptions maquillage. Je voyais son nom, ici et là, fait que je l'associais à ça, principalement. Et j'ai découvert son travail de costume pour la première fois quand j'ai vu l'opéra de Katsu au Trident, dans la mise en scène de Martin Genet. Et j'ai été assez ébloui parce que je trouvais qu'il y avait une sorte de, je dirais, exubérance que j'avais pas rencontrée souvent à Québec, j'aurais envie de dire. Puis, et ça m'a donné le goût d'en savoir plus, le goût de collaborer instantanément avec elle. Tu sais, je savais pas quand, je savais pas comment, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, cette personne-là est flyée, est un peu sautée, mais c'est super ce que ça fait sur scène. Fait que j'ai le goût d'amener ça dans un de mes projets. Fait que... et c'est arrivé pas si longtemps après, parce qu'on m'a proposé ma première mise en scène au Trident. Je montais Rhinocéros de Ionesco. Et donc, il y a de la folie là-dedans. Il pouvait y avoir de l'exubérance. Alors, j'ai invité Hélène à venir faire la conception costume. Et c'est vraiment là qu'on s'est connus, là, dans cette collaboration-là. Donc, tu sais, j'ai appelé une conceptrice que je connaissais à peu près, que je connaissais pas personnellement. Puis, ça a été une super collaboration, là. On s'est permis d'aller dans des inspirations porno, grotesques, tout ça. Il y avait l'animalité suggérée par le rhinocéros qui permettait tellement de liberté. Fait que ça a été un terrain de jeu assez fantastique, cette première collaboration-là avec Hélène. Dans l'effet on soif, on est allé plus comme dans la compression du corps. On a utilisé beaucoup de vêtements médicaux, post-chirurgicaux. Ça a fait des corps blessés, qu'on voyait qui étaient exprimés par des vêtements médicaux qui sont là comme pour soigner ou pour comme...
mais aussi contraindre. Il y avait toujours ce double discours-là. Le corps est blessé, donc il a des vêtements médicaux, mais il est aussi contraint de toute façon parce qu'on veut toujours l'encadrer, le contrôler. Hélène, encore une fois, c'est qu'elle va loin là-dedans. On entrouvre la porte du vêtement médical, de la compression. Elle rentre dedans, et là, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on voulait. Comme la Sainte Vierge, nous, normalement, elle est elle serait comme enfermée dans une statue. Ça nous intéressait plus ou moins pour une bonne partie du spectacle. Et là, nous, on est allés vers une sorte de genre de chapeau. Sa tête était surmontée. La tête de la comédienne Marie-Ginette Guay était surmontée d'un restant d'un buste de la Sainte Vierge, mais qui était tenu par des appareils médicaux extrêmement envahissants. Là. C'est des broches qui servent à tenir une tête quand il y a eu une fracture cervicale. Quand je suis arrivé à la coordination artistique du spectacle déambulatoire, où tu vas quand tu dors en marchant, donc je devais créer ma première édition qui s'est déroulée sur la colline parlementaire. Et donc, dans mon rôle, choisir les lieux puis choisir les artistes, les concepteurs principaux, c'est une grosse partie de ma tâche. Et il y avait une sorte de tradition d'inviter presque à chaque édition des scénographes à venir concevoir un tableau. Et c'est quelque chose que moi, j'avais le goût de perpétuer pour cette diversité-là de pratiques. Et en réfléchissant avec Marie Gignac, là, la directrice artistique du Carrefour, puis parce que j'avais eu des expériences très, très, très enrichissantes avec Hélène, c'est devenu assez évident qu'Hélène Pearson était une candidate qui me paraissait absolument parfaite et exceptionnelle pour réaliser un tableau. C'est comme si j'ai vu naître j'ai pas vu naître une artiste, elle était née depuis longtemps, mais j'ai vu naître un autre rôle, une autre facette d'une artiste qui tout à coup était complètement en contrôle, qui signait d'un bout à l'autre toute une œuvre complète. Et le résultat était magnifique, mais aussi le déploiement de cette femme-là, de cette artiste-là, était extraordinaire à voir se dérouler devant nos yeux. Avant de parler de ton tableau, Le 7e continent, je voudrais quand même que tu nous glisses un petit mot parce que Alexandre nous parle de la transformation du corps. J'ai l'impression que ça fait partie, en tout cas, une bonne partie de ton travail en costume et souvent, prend souvent la transformation comme je sais pas, comme motivateur. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? Oui, tout à fait. Un peu comme pour les maquillages, quand je viens chercher des caractères au niveau du visage, créer ce que j'appelle des contractions, des formes différentes. Bien, le corps, pour moi, c'est pareil. Quand je regarde bouger un comédien, c'est le personnage. Dans le personnage s'inscrit, il y a des épaules jusqu'ici, puis sa tête est dedans parce que c'est quelqu'un qui se cache. C'est quelqu'un qui est sur lui-même. Ça fait que je vais me permettre ça. Comme les personnages en blanc dans le spectacle Bourgeois gentilhomme avec Martin. Les personnages blancs, il y avait la tête rentrée dans les épaules parce que c'était des serviteurs dévoués 100%. Avec Alexandre Fecteau, on a exploré ça beaucoup dans Rhinocéros parce que c'était des transformations qui n'étaient pas seulement la corne dans le front, mais qui étaient liées à la surconsommation. On voyait apparaître l'obésité morbide, des seins qui ne se peuvent pas par des transformations de chirurgie esthétique. Mais tout était, quand on voyait des seins, c'était pointu comme des cornes. Et on a eu des échanges magnifiques à ce niveau-là là, pour voir sur quel terrain on va. Et tout ça s'est passé dans un centre d'achat, en plus. Ça fait que l'idée de surconsommation est appuyée par l'ensemble de l'œuvre. Mais j'adore travailler le corps de l'interprète parce que je trouve que ça donne des permissions de mouvement ou des contraintes qui peuvent l'amener plus loin dans son personnage. Et je suis très impressionnée, comme le film La baleine, là, qui est sorti assez récemment. Là. On voit une obèse morbide. D'ailleurs, il y a, mon Dieu, j'ai oublié son nom, mais un merveilleux maquilleur, prothésiste québécois qui a remporté un prix pour ça. Là. Puis l'obésité morbide est hyper réaliste. Puis le comédien subissait le poids de cette affaire-là. Il vivait
ce que vivait un obèse morbide. Donc, je trouve que le travail du corps peut être important et peut amener un élément de plus pour faire parler le personnage. J'ai une bonne question, T'as une dans le question? fond. Oui, c'est Vas-y. ça. Ben, en fait, non, mais je te laisse aller. En fait, vas-y, j'aimerais que tu nous parles du OK. 7e continent de toute manière. Écoute, ça, c'est... Quand on m'a appelé pour faire ça, j'ai dit, mais voyons donc. J'ai dit, mais Alexandre, il a comme fallu qu'ils me disent, j'avais besoin qu'ils me disent pourquoi tu me demandes de faire ça. Parce que pour moi, c'était comme sauter en parachute, mais pas de parachute. C'est comme, mais qu'est-ce que c'est? C'est que là, après ça, j'ai pris du recul, je l'ai appelé. Pourquoi tu me demandes ça? T'es capable. Ça, c'est, si tu me dis ça, moi, ça, il y a quelque chose qui s'allume, qui part, qui explose, puis là, la machine est partie. Ça fait qu'on est allé visiter le complexe G, c'est là que ça se passait, c'est là que j'ai eu mon déclencheur. Je trouvais ça tellement laid comme bâtiment. Premièrement, je pouvais pas m'accrocher nulle part, mais ce que j'ai vu, pour me compliquer la vie, c'est une cantatrice, mais qui est soignée dans les airs, bien haut, puis qui chante à tue-tête. Première vision. Je repars avec ça. OK. Après ça, ben, j'ai voulu comme explorer toute la récupération de matériaux, pain de lait, bouteilles vides. On a travaillé le métal, le plastique. Là. Et c'est certain que c'était pas des costumes simples. Là. Quand on faisait des ajustements, ça prenait une scie à chaîne, ça prenait une affaire pour couper le métal. Ça fait, hey, faut enlever un pouce à la jupe. Ben vite, vers la chope de métal, faire enlever un pouce. C'était comme vraiment particulier. Puis il a fallu faire une longue série de tests avant pour que ça survive à la pluie, pour que ce soit portable et confortable. Ça, c'était important. Mais je pense que j'ai dérivé de la question. Pas du tout. En Non, fait, ça va bien. OK. tu nous parles beaucoup du visuel de Oui. ton tableau. C'est sûr que c'est ta démarche, mais tu sais, Oui. quand même, ça dépasse ça, le tableau que tu as Oui. créé. Oui, bien, merci de me ramener à l'ordre. C'est, oui, d'avoir une signature complète puis de soutenir le propos, ça a été vraiment un cadeau exceptionnel. Merci si tu es là, Alexandre Fecteau. Ça a été un cadeau de vie, là. Ça a été merveilleux. Ne sautez jamais avec un parachute, c'est... Vous allez aller plus loin. Bang! Donc, ce que je pourrais nommer, c'est qu'au début, j'étais très esthétisante dans mon affaire. J'ai là, ah oui, je veux faire un défilé de mode, mais avec juste des affaires récupérées. Fait que j'avais costume de ville, costume vert, costume... c'était juste cute, mon affaire. Puis à force d'aller au centre de tri, de ramasser des bouteilles vides, de voir au centre de tri comment ça se passe, de rentrer dedans, de ramasser des affaires, de remplir mon sous-sol, encore une fois, ça a fait dégueulasse. C'est que là, ça a fait, OK, non, c'est pas juste cute. Ça fait que là la dramaturgie est arrivée. Ça fait que là, je me suis mis à faire comme de la recherche sur le 7e continent. Là, c'est vous connaissez la grosse masse. Il y en a plusieurs maintenant, 8, 9, 10, de déchets qui flottent dans l'océan. Là, ça fait OK, non, c'est pas juste beau. Là, là je suis rentrée dans d'autres choses. Fait que là, ça prenait un décor très laid, où les vidanges, entre guillemets, maintenant on appelle ça des ressources, pouvaient comme soutenir le beau qui en ressortait. Mais c'était quand même pas beau, là, ce qui se passait en dessous. C'était quand même envahissant, c'était laid. Il y avait une musique inquiétante aussi. Puis il y avait une chanson qui était chantée par Marie-Hélène qui exprimait un peu la chanson que Plamondon avait faite à l'époque, « Ne tuons pas la beauté du monde ». C'est un peu ça que ça exprimait, en fait, cette chanson-là magnifique. Et là, ma dramaturgie s'est transformée. Ça a vraiment émergé. Puis le cadeau que j'ai eu à la première, c'est une dame qui a circulé dans le décor, qui a vu le spectacle, puis elle a dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? » Ça a fait « Ah, cadeau, je viens d'avoir ma paye. » Tu sais, c'est un méga projet quand même. Puis je dirais, dans le département du méga projet, c'était pas ta première expérience. Non. Alors, on va en apprendre un petit peu plus avec la prochaine vidéo. Moi, mon nom, c'est Olivier Dufour. Je suis concepteur, je suis producteur à Québec depuis 28 ans maintenant. J'ai ma boîte de production qui s'appelle Lucid Dreams et j'ai d'abord évolué dans les premières années en événementiel, en beaucoup d'événements corporatifs. Je travaillais souvent en Europe,
Puis je faisais venir aussi beaucoup de compagnies européennes à Québec. J'étais bien fier de faire des événements à Québec, puis j'ai appris à faire mon métier en faisant ça. C'est pas un métier que c'est pas ça que j'avais choisi de faire. Je voulais faire du cinéma, mais on m'a demandé de faire des shows. Puis je sais pas, ça a continué, puis je me suis jamais posé la question. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à savoir ce que j'avais envie de faire. Ça m'a pris un moment quand même. Et ma boîte allait bien. Puis éventuellement, en 2005, je me suis dit, je commence à avoir vraiment besoin de faire quelque chose qui m'appartient, qui n'est pas une commande. Puis j'ai commencé à écrire des trucs, puis à essayer d'avoir la discipline de travailler sur des idées dans lesquelles j'invitais des collaborateurs que j'admirais, des gens que j'aimais, à venir se joindre avec moi autour de la table, puis que j'engageais pour des périodes comme ça, sans autre attente que de dire on va avoir du fun. Puis un de ces projets-là qui est né, je crois, aux alentours de 2005, sur lequel plein de gens à Québec ont collaboré au fil des ans, qui s'appelle La Nuit, qui est une genre d'obsession, un projet sur lequel je travaille depuis très longtemps. Et puis, à cette période-là, je ne sais pas exactement quand, je pense que c'est là où j'ai eu ma première session de création avec Hélène. J'avais jamais travaillé avec Hélène dans le cadre d'un événement avant, puis j'avais entendu parler beaucoup d'elle. Et puis, elle est venue me rencontrer au bureau pour faire une session costume, je pense, autour du projet La Nuit. J'ai dit, j'avais une idée de faire un truc sur l'univers de la nuit avec côté cabaret. Puis je dis, ça serait juste chouette qu'on voit si on fit et tout. Puis là, ça a été comme vraiment un coup de foudre. En fait, c'est lorsque tu rencontres quelqu'un, puis que c'est tellement... la communication est tellement simple, il y a pas... C'est comme si on se connaissait depuis toujours. J'avais pas du tout l'impression que j'étais jugé dans quoi que ce soit que je disais. Tout ce que je disais, c'était comme une étincelle qui apparaissait dans ses yeux. Ah oui, ça, c'est le fun. Moi, l'univers de la nuit, ça me fait triper la sensualité. Puis là, elle était tellement enthousiaste que finalement, elle nourrissait le truc sans même que j'ai besoin de lui donner une indication. Puis là, ça a été vraiment fantastique. Puis là, ben, je me suis dit, OK, cette personne-là, c'est sûr que pour moi, ça va être un naturel de l'appeler parce que ça fonctionnait. Puis les premiers dessins qui sont sortis de ce projet-là, tout de suite, je me disais, mais c'est tellement ça. C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux raconter dans ce show-là. Toute la sensualité, l'esthétisme, le raffinement que j'avais envie de mettre dans les personnages, elle l'a compris tout de suite. La première vision que j'ai d'un projet, c'est souvent quelque chose que je n'ai pas pris le temps de faire. C'est quelque chose qui m'arrive sur la gueule, dans la douche ou en conduisant. Puis je pense que c'est le cas de bien des concepteurs aussi. Puis dans le cas du 400e, l'idée du chemin qui marche, ce concept-là, de cette espèce de rencontre-là, un peuple improbable vivant dans le fleuve, puis le peuple de Québec, puis tout ça, un truc assez onirique quand même, là. M'est venu comme vraiment une espèce de flash de même. Puis je me suis dit, bah, elle est peut-être pas si bonne mon idée, mais je la sens, fait que je vais continuer à dessiner là-dessus, puis à essayer d'écrire un peu dessus et tout. Et puis, cette démarche n'est pas très intellectuelle, elle est très intuitive. Pour que ça fonctionne, il faut faire des ateliers de création avec des gens qui comprennent cette méthode-là puis qui l'acceptent, qui ne s'attendent pas à ce que j'ai toutes les réponses. C'est juste une intuition que j'ai. C'est un sentiment, une émotion, un machin que j'ai vu. J'ai vu l'ouverture du show, je ne sais pas pourquoi, puis ça s'appelait Le chemin qui marche, puis c'est comme ça. Fait que quand j'ai raconté ça à Hélène, ça a été fantastique parce que Hélène, jamais elle va me dire « Ah oui, c'est tout bon, c'est tout fantastique ». Vraiment pas. Elle n'est pas là-dedans du tout. Elle est très critique. Mais tout de suite, elle a comme lu. Elle a vu la même image que moi. Je ne sais pas trop comment ça se passe, ce genre de choses-là, mais il y a un machin chimique qui fait qu'elle a vu l'image, comme moi. Puis elle complétait un peu ce que je lui racontais, en fait. Donc, l'ambiance, l'espèce d'effet que je recherchais. Puis en plus, c'est assez marrant parce que je voulais que ce show-là se fasse à la pleine lune. Puis l'été du 400e, il n'y a plus. Il n'y a plus tout le temps. Il n'y en avait pas de lune, en fait. Il n'y a plus tout le temps. Puis pendant tout le montage, tout le temps, il pleuvait. Mais le soir du chemin qui marche, il y avait la plus belle pleine lune que tu puisses imaginer au-dessus de la scène, de la gigantesque scène. Puis c'était une pleine lune orange. Et le machin que, tu voudrais le faire en scénographie, ça se peut pas, il n'y a pas d'effet comme celui-là, c'est impossible. Et on était restés accrochés les deux à cette idée-là de la lune. Nous, on avait décidé qu'il allait y avoir une lune qui allait lever là. C'était drôle, c'était naïf. Mais dans les dessins d'Hélène, il y a la lune, tout le temps, au-dessus du stage. Puis il y a cette espèce d'ambiance-là de ce que la lune a comme effet sur les gens, puis espèce de machin. C'est ça encore là, l'idée de la sensualité qui revient toujours avec Hélène. Fait que
Le chemin qui marche, le processus de création s'est fait comme ça. J'ai fait entendre la musique, j'ai raconté cette première vision que j'ai eue là, puis tout de suite, ça s'est enchaîné naturellement. Ça a été fantastique, parce que Hélène, c'est un feu d'artifice. Donc, c'est quelqu'un qui demande il faut juste à peine allumer la mèche, puis ça part, puis ça pète, puis ça arrête plus de péter. Puis moi, j'aime les feux d'artifice. J'aime ce genre de personnalité-là. J'aime ça, les gens qui vibrent. J'aime les gens qui s'emballent. J'aime les gens qui voient au-delà même. Moi, je ne sais pas tout. Puis lorsque je lance une idée ou un projet, ben je ne sais pas ce que ça va nécessairement, où ça peut aller. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les idées naissent. Ce qui m'intéresse, c'est pas de les signer, c'est pas de tout attacher, c'est pas de tout savoir. Je veux pas tout savoir. Alors, une personne comme Hélène, dans le processus du 400e, c'est absolument nécessaire parce que non seulement elle avait la responsabilité des costumes, de les concevoir, mais de les livrer aussi, mais elle est devenue aussi un peu mon alter ego dans tout le processus de création parce qu'elle voyait exactement où on allait avec le projet. Alors, elle s'est mêlée de beaucoup plus que le costume, finalement. Puis elle a été impliquée dans tout le visuel, toute cette espèce d'esthétisme qu'on cherchait autour de ça, les trucs les solutions qu'on devait trouver parce qu'on manquait de sous, les solutions parce qu'il y avait trop de vent à la baie de Beauport. Elle a été impliquée dans tout ça. Alors, ça a été une collaboration vraiment exceptionnelle du début à la fin. Puis, comme on voyait grand avec tout ça puis qu'on voulait vraiment faire de la qualité, ben, il n'était pas question de louer des costumes. Il n'était pas question d'aller à... On avait une idée, on voulait réaliser ça. Alors, Hélène a monté un atelier. On a loué l'ancien ameublement Tanguay sur le boulevard Sainte-Anne, qui éventuellement est devenu mon atelier. Mais à ce moment-là, on a loué ça. C'était abandonné. C'était vraiment l'ancien magasin de détail. On était dans le secteur des électroménagers, d'ailleurs. Et puis, on s'est monté un atelier. On a loué 8 machines à coudre, les surjeteuses de tout le... Puis elle a pris tous ses élèves, ses anciennes élèves, ses nouveaux élèves. Mais elle a fait une équipe de petites mains de couturières. Ça a été fantastique. Puis c'est devenu un gros atelier, en fait, parce qu'on avait beaucoup de costumes à livrer et tout était exclusif. On n'a rien recyclé, en fait. On a tout fait à partir de zéro. Alors, moi, j'avais une énorme pression, mais Hélène, elle avait une gigantesque pression aussi parce que ces belles idées-là, il fallait qu'elle les livre. Et puis, c'est là aussi où Hélène est exceptionnelle, c'est une bagarreuse. Elle a cette espèce de côté-là sorcière un peu. C'est notre sorcière bien-aimée, mais c'est vraiment une... ouais, elle a quelque chose de très... je sais pas, je pense qu'elle réfléchit pas comme tout le monde de toute façon, elle s'emballe pas comme tout le monde de toute façon, elle a sa façon à elle de s'allumer, puis je pense qu'elle lit des choses, elle lit beaucoup les gens, puis moi, c'est une qualité que je trouve vraiment intéressante. T'sais, elle écoute, puis elle lit les gens, puis elle ressent beaucoup les émotions, très intensément. Puis je trouve ça fantastique qu'elle enseigne. Je trouve que c'est la plus belle chose. Parce elle pratique, elle a beaucoup d'expérience, elle est là-dedans tout le temps. Ce qu'elle enseigne à ses étudiants, elle vit tout le temps au quotidien et tout. Elle découvre des nouveaux trucs, elle les montre à ses élèves. Mais en plus, elle a cette espèce de plaisir. Puis je trouve que c'est le plus beau legs qu'elle peut faire à ses étudiants. C'est pas seulement la technique, c'est pas la connaissance. Oui, on en a besoin de la technique et de la connaissance. Mais c'est le plaisir d'aborder l'abstrait, l'inconnu, sans s'inquiéter. Le chemin qui marche, ça me semble assez pharaonique. Hein? Oui. Puis sur cette production-là, tu avais beaucoup de postes à gérer. Donc, beaucoup de postes, mais beaucoup de gens aussi. Comment tu navigues dans des grosses équipes comme ça? En fait, c'est ça qui a fait la force du projet, puis qui a fait qu'il est devenu confortable. Il l'a nommé, c'est qu'on a constitué un atelier complet, outillé, tout ce qu'il faut pour accrocher les costumes, tout ce qu'il faut pour amener les rouleaux de tissu en bas au premier plancher, c'est à les décors. J'avais des tisseuses professionnelles. On s'assoit, on magasine des gens pour pallier à chacune des tâches. Moi, quand la conception est faite, puis qu'on arrive à cette étape-là de réaliser que les tissus sont achetés, les matériaux sont trouvés, tout le monde est en place. Pour moi, là, c'est comme nager dans l'océan. Là. C'est comme... En plus, tout était dans la même bâtisse, fait que c'était facile, je montais. J'avais l'impression d'être dans mes cours à l'atelier. Là, j'avais engagé tous les étudiants en plus, première, deuxième, troisième année. Fait que j'allais déboguer, excusez l'anglicisme,
Là, des fois, ça bloquait au niveau de... On était en train de faire une perruque. OK, gars, fais ça de même. Ça repartait. Pendant 2 heures, j'allais vaquer à d'autres choses. Les essayages se faisaient dans ce lieu-là. Des tests de maquillage aussi. Nathalie Simard est là. Allô? Elle fait des magnifiques tests de maquillage. Elle a même respecté mes esquisses, puis elle a amené ça encore plus loin. Fait qu'on a fait un beau tandem là-dessus. Ça fait que la force de l'équipe, il faut que je nomme la chef couturière aussi, Judith Fortin, Sophie Martel aussi, qui a réussi à faire... Je suis bien tannante avec la matière. Je voulais que tout soit en organza pour avoir les transparences. Pour le côté sculptural de l'organza, c'est la pire affaire à donner à une couturière. Ça fait que Sophie a pris ça, elle, puis elle a fait mes esquisses. Je voyais chaque trait de crayon sur les robes. Vous allez en voir, probablement, là. Je voyais chaque trait de crayon que j'avais fait. Elle avait tout fait ça. Elle avait dompté l'organza. Je savais qu'on pouvait dompter l'organza. C'est que ça a été comme... dans des gros shows comme ça, comme je te dis, quand je suis en déploiement, on réalise, je suis hyper confortable, puis on est sur le terrain, puis on essaie des affaires, puis quand ça marche pas, c'est pas ça marche pas. C'est pas un cul-de-sac, c'est un carrefour. Ça veut dire qu'il faut que tu vires à gauche au lieu de virer à droite. Tu continues. C'est tout. Ça fait que c'était, wow, fantastique. J'en profite toujours pour faire plein de tests. Hein? Quand on est sur une grosse production comme ça fait « Ah, on va essayer l'organza ». On a déchiré de l'organza pour faire des perruques. On a râpé de la jute pour... vous avez vu des personnages un peu arbre et nature et tout ça. Là. C'est là que j'ai développé aussi foam avec de la colle chaude en masse pour faire des croûtes, mais souples et confortables. Fait que c'était vraiment extraordinaire. J'étais à la fois près des interprètes, près de mes équipes, près des décors, puis vraiment accompagnée par Olivier puis toute son équipe là, d'une façon exceptionnelle. C'est comme s'il m'avait donné un énorme terrain de jeu. Puis je me sentais bien en contrôle là-dedans avec toute cette merveilleuse équipe. Vraiment. C'est super. Olivier nous parle aussi de... Il nous dit que c'est fantastique que tu enseignes. Mais c'est ça, en fait, c'est que ça fait quoi, 28 ans que tu enseignes au conservatoire, je crois, à peu près? Oui, hein? j'ai commencé en hiver 95. C'est là que tu es arrivé, toi? Ouais. Il m'a suivi jusqu'au conservatoire. Ça veut dire que depuis 28 ans, la plupart des scénographes qui ont été formés dans cette école-là, ben, tous les scénographes qui ont été formés dans cette école-là ont passé sous tes bons soins. Puis moi, ben, c'est ça, je fais partie des premières cohortes à qui tu as enseigné. Puis je me rappelle, tu sais, le très grand legs dont Olivier parle, tu sais, moi, je pourrais en parler longuement, mais il y a un mantra que je me rappelle, puis c'est quand tu m'avais dit une fois, la matière, là, elle te comprend pas, puis c'est pas elle qui doit te guider, c'est toi qui dois lui faire dire ce que tu veux dire. Moi, je voudrais savoir, la question qui tue... La sorcière bien-aimée, quand est-ce qu'elle a compris qu'elle pouvait dompter la matière? Si votre enfant de 3 ans se lève la nuit pour mélanger de la farine puis de la mélasse dans le milieu de la cuisine, qui fait des murales dans la chambre cachée avec du rouge à lèvres à l'âge de 5 ans, qui prend tout ce qu'il peut dessiner, faire un fluide bizarre, puis après ça, le remettre ailleurs, inscrivez-le en scénographie. Ça fait que j'ai toujours été en contact avec la matière depuis l'enfance. C'est pour ça que je pars de là. Ma réponse ne sera pas trop longue. Mais c'est pour ça que je pars de là, parce qu'il m'est revenu plein de souvenirs. Quand j'ai fini ma boîte de photos, là, moi, je continuais, mais j'avais plus de photos. Puis j'ai remonté à l'enfance, puis j'ai fait mon premier décor avec mon père à l'âge de 5 ans. J'avais vu Aladdin, la lampe merveilleuse à la TV, puis ça fait « Je veux faire une lampe, je veux être le génie, puis je veux sortir par le bec. » J'étais déjà enflammée à cet âge-là. Je voulais faire des spectacles. Puis mon père avait dit « Ça te dérange pas, tu vas sortir par le couvercle. » Fait que là... Fait qu'on avait fait une belle boîte en carton. C'était assez gros pour que je me cache dedans. Puis là, j'avais de la poudre à bébé, là. J'avais du talc, puis là, je sortais « Ouh! » avec le
de fumer. Ça fait que c'était déjà présent. Après ça, mes formations en art visuel avant d'arriver en scénographie, majeure en sculpture, peinture. Puis comme je vous disais, je suis téméraire. Ça fait que si j'ai touché un ciseau à bois, puis qu'on me donne une scie à chaîne, je vais la prendre, puis je vais scier avec. C'est ça. J'ai toujours été en exploration. J'ai jamais eu peur de toucher à la matière puis de la dompter, de dire va par là, va par ici, ou de assez la manipuler pour comprendre jusqu'où je peux aller avec cette matière. Puis là, ben, tu l'enseignes à tes élèves. Oui. Puis là, ben, on disait que ça faisait 28 ans que tu enseignais au conservatoire, Oui. mais en fait, ça fait beaucoup plus longtemps que ça, parce qu'avant, tu as même eu en charge le volet scénographique au parascolaire au Cégep Garneau. Oui, pendant plusieurs années. Puis ça veut donc dire que l'enseignement t'a su presque depuis tes premiers pas dans le métier de scénographe. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'apporte là, de travailler avec les étudiants, puis comment tu vois ton rapport avec elles et avec eux, puis veux-tu nous parler un petit peu de ça? Bien sûr, ils sont tous là. Allô? Écoute, pour moi, c'est vraiment... Écoutez, pour moi, c'est vraiment une façon... premièrement, c'est une passion de transmettre ce que je sais, puis de voir des gens, après ça, se démerder eux-mêmes avec ça. Non, c'est comme de léguer ce que je sais. Essayez-le, c'est le fun. C'est un peu comme... ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en laboratoire continuellement. Moi, j'essaie des affaires avec eux autres. Là, on solutionne ensemble. J'aime solutionner. C'est comme un grand bassin à solutions. Puis j'aime nos échanges. J'aime voir leur vision neuve, passionnée, pleine de rêves. Ça fait que moi, ça continue d'alimenter ça, là. Toute cette passion qui reste comme neuve avec vous autres parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ne savent pas que ça va être dur et effrayant. Mais c'est l'échange, c'est de les voir évoluer. Je suis comme un peu une maman qui... Je me sens maman, oui, par moment. Tu sais, de les voir progresser avec ce que je leur amène, je trouve ça très émouvant. Puis d'entendre tout leur langage artistique aussi individuel, différent. C'est vraiment passionnant, c'est vraiment inspirant. Quand on finit les présentations de leurs travaux en scénographie, j'ai le goût de retourner en scénographie, faire mes cours, puis moi aussi, montrer mes esquisses. Ça fait que, non, c'est très nourrissant, puis je suis encore très investie de ça. Puis je fais des jaloux des fois, parce que il y a une année, comme l'année prochaine, je vais essayer d'autres matériaux, parce que là, j'en ai essayé dans mon métier. Ça fait que là, je vais amener d'autres choses. Puis là, ils viennent dans le cadre de porte, puis ils font « Mais on n'a pas fait de ça, nous autres. » Vous reviendrez. Ça ressemble à ça. Je comprends, parce que quand on va dans ta classe, on a envie de rester, c'est sûr. Bien là, tu viendras. Bien, moi, j'aurais aimé ça, interviewer plein de tes anciens élèves. Là, il y en a une grosse gang là. Mais je ne pouvais pas faire ça, sauf qu'on a quand même l'opportunité d'avoir un beau témoignage de l'une d'entre elles pour qui votre relation a pris un sens assez important avec le temps. Marie-Renée Bourget-Harvey, je sais pas comment me définir dans mon emploi, si je veux être honnête. Je pense que je suis une touche à tout. Je pense que je suis une touche à tout. Je pense que c'est ça. J'ai cherché, je cherche encore. Fait que j'ai un background en anthropologie, en art visuel, puis en graphisme, en design graphique. Et je suis scénographe aussi. Donc, puis tout ça m'amène à faire des formations aussi. Fait que je suis vraiment toute aussi dans un virage, vraiment dans le prendre soin de l'humain, prendre soin de l'environnement, puis dans une démarche, appelons-la éco-responsable, mais qui va au-delà, je pense, de ce mot, qui est très restrictif, je trouve. Donc, c'est ça. Moi, j'ai rencontré Hélène au Conservatoire d'art dramatique où j'ai fait mes études. Ce fut une rencontre marquante, en fait. C'est encore super... je sais pas, elle fait tellement partie de ma vie, Hélène, c'est particulier. Fait que la rencontre que j'ai eue, c'est que je l'ai eue comme professeure dans les lieux où on tourne ici en ce moment. Puis je l'ai eue comme
plusieurs profs sur 3 années. Puis ça a été vraiment un coup de foudre, en fait. C'est comme devenu... c'était une prof, mais c'est comme devenu une mentor, là. Je sais pas comment dire. On a vraiment eu une belle relation pendant 3 ans. Tu sais, quand ça clique avec quelqu'un, quand la personne te pousse à aller plus loin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. En tout cas, notre relation, c'était ça. C'est ça, tu sais, Hélène, comme prof, c'est comme quelqu'un qui prend soin de l'humain puis qui le pousse en même temps, tu sais, dans le sens que, tu sais, je pense qu'elle voit les pépites, elle voit le potentiel avant que toi, tu le perçoives, ton propre potentiel, puis là, elle te donne comme un élan pour y aller. Moi, elle m'a tout le temps impressionnée comme prof parce que c'est comme quelqu'un qui a des aptitudes incroyables, tu sais, c'était notre prof d'histoire de la scéno, puis des costumes, puis de plein de choses, puis c'était comme celle avec qui on passait notre vendredi c'était magnifique, tu sais, notre vendredi, les mains dans la matière, en fait. C'était comme notre introduction à la matière, puis c'était avec elle, je trouve, qu'on rentrait dans le concret dès le début, alors qu'on passait la semaine à être dans notre tête, chercher des concepts, écrire des choses. Il y avait quelque chose de concret, mais d'abstrait. Puis avec elle, tout d'un coup, puis son legs, en fait, c'est comme s'il est un peu partout. Il est dans les attentions, je trouve, dans le fait de prendre soin, de faire les choses, de pourquoi on fait les choses. Il est dans que l'art, c'est important, que ça change des vies, puis que ça nous permet de nous... développer, en fait. C'est autant... Il y a ça dans son legs. Il y a de prendre ça au sérieux. Tu sais, qu'on fait de l'art, on prend ça au sérieux, mais on a du fun. Moi, je trouve que Hélène, je pense qu'elle m'a appris à avoir plus de fun dans la vie, mais en prenant vraiment les choses au sérieux, tu sais. Puis, ouais, ça, c'est une partie du leg. Il y en a tellement. Mais il y a aussi dans toute le côté artistique, tu sais, de jouer avec les pinceaux, de s'approprier la matière, puis de développer le côté pictural, parce que c'est tellement une force à Hélène, ce legs-là, tu sais. Il l'a encore, parce qu'elle peigne sur des murs ou sur des visages ou sur des corps, c'est la même chose. Puis ça, elle dit tout le temps, elle dit, tu sais, si tu as un geste, il existe partout, ce geste-là, tu es capable de le faire partout. Après ça, c'est un visage, tu t'adaptes, puis tout ça, mais ouais, Hélène a... C'est ça, son leg est grand, puis son leg est un peu partout. Fait que je pense je pense que la grande force d'Hélène, c'est qu'elle nous forme à être des meilleurs humains et des meilleurs artistes, mais elle englobe... Ouais, c'est comme l'humain est le réceptacle, puis l'artiste fait partie de cet humain-là. Fait que ça, pour moi, c'est comme de... Comment on accueille les gens, comment on les traite. Ça fait aussi partie des choses qui ont été léguées par Hélène. Ouais. Fait qu'à la sortie du conservatoire, ce qui est arrivé, c'est que Hélène, je venais de finir le conservatoire, puis Hélène, elle m'a appelée, puis elle m'a dit « Ça te tente-tu de venir m'assister sur un projet de m'assister au maquillage au Mécène, en fait, au Trident. » Puis là, moi, j'étais comme comment ça qu'elle pense à moi? Tu sais, moi, j'avais fait un petit peu de maquillage avant. Tu sais, je me débrouillais, mais je pense qu'elle avait vu, en fait, mon coup de pinceau, puis elle était comme... Fait qu'elle a fait... Tu sais, ça va, j'y fais confiance. Puis, fait que c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer professionnellement ensemble. Fait que sur une 12aine d'années à peu près, on a fait les Mécènes. Donc, je l'ai assistée au maquillage. Puis, j'ai vraiment beaucoup appris avec elle là-dessus parce que, d'un, j'ai appris comment elle était dans le travail. Fait qu'on est sortis de la relation prof-élève, puis on est devenus collègues. Au début, ça m'intimidait vraiment beaucoup, là, si je veux être honnête. Là, c'est comme d'arriver puis de faire « je vais être assez près », tout ça. Puis, en même temps, c'est de me rendre compte c'est quoi mon rôle. Tu sais, avec Hélène, j'étais son assistante. Fait que mon rôle à moi, c'était de prendre soin d'elle. Fait que c'est comme si les rôles étaient inversés. C'était le fun, c'était de m'assurer qu'elle était bien, qu'elle était en contrôle, que je pouvais comme ramasser les choses si on avait un petit peu de retard, de comme refaire des paramètres. Mais mon but, c'était que la créatrice comme soit bien, en fait. Puis c'était le fun pour moi. C'était comme si là, je pouvais prendre soin de ma prof puis de la voir, mon Dieu, ça... Tout son talent gigantesque, en fait, c'est comme une artiste hors norme, là. Moi, c'est mon repère, c'est mon phare, Hélène. Fait que quand elle est avec moi sur un projet, tu sais, on fait le suivi, je reviens, je donne des notes, mais je pars et ça me dégage complètement parce que je sais que ça va être exactement ce dont on a parlé. Et ça va être même au-delà, ça va être plus beau, ça va être magnifié, ça va être encore plus de sens parce qu'il y a cette recherche-là. C'est pas juste de la peinture, c'est pourquoi on fait les choses, puis de pousser. Fait que
Fait que moi, quand le rôle s'est inversé puis j'ai commencé à engager Hélène, c'est comme, je sais pas, il y a quelque chose de plus qui s'est passé dans notre même relation professionnelle, amicale, de créer ensemble puis d'oser, puis en fait d'avoir le privilège d'avoir cet artiste-là pour collaborer puis qui magnifie en fait les projets sur lesquels je travaille. Là. Fait que, ouais, c'est un honneur. Quand je l'ai, je trouve ça drôle de dire quand je l'ai engagé, mais c'est un peu ça, quand on a collaboré ensemble, c'était beaucoup sur des projets hyper réalistes où je ne pouvais pas utiliser des vraies roches pour des raisons de sécurité, puis de poids, puis tout ça. Donc, il fallait en recréer des nouvelles. Puis ben, justement, sur la paix des femmes, sur bienveillance, c'est des projets qui avaient eu lieu à la Bordée, pardon. Puis, ben c'est ça, fait qu'elle est arrivée, puis elle a fait partie de l'équipe, puis je l'ai mis comme leader, en fait, pour la patine. Puis je savais tellement que ça allait être magnifique. Puis c'était tellement réel. Les premières roches qu'on a faites, on les a faites sur mon terrain. C'était vraiment particulier. Puis nos voisins nous voyaient nous lancer des roches. Puis là, ça a ameuté le voisinage. Puis c'était tellement drôle parce que c'est ça, le monde ne comprenait pas. On avait comme des grosses roches, puis on était une gang de filles qui se promenaient ça. Puis Hélène, puis tout le travail, puis avec Amélie Trépanier, tout le travail précis qu'ils ont fait a fait que ça a créé, comme même dans ma réalité, dans notre vie, des moments surréalistes. Puis c'est le fun parce que toutes ces roches existent encore, puis se promènent dans plein de projets. Mais ouais, en fait, Hélène, c'est ça. Hélène, c'est comme le souci du détail. Mais, tu sais, tu peux avoir le souci du détail, mais tu peux pas avoir le talent pour le réaliser. Mais Hélène, tu sais, elle va te pousser la roche, puis elle voit... Moi, ce qui me fascine chez elle, c'est qu'elle voit les couleurs, mais dans un spectre que pas beaucoup de monde voit. Des fois, elle dit « Ouais, j'ai analysé ton affaire, puis t'as un petit mauve, puis là, t'as un peu de ocre dans le fond, puis t'as du lit là, puis là, en plus, en dessous, puis là, moi, des fois, je fais « Oh, j'avais vu un petit peu moins de couleurs, là, mais elle voit la complexité, puis ça fait que c'est hyper réaliste ce qu'elle fait, mais ça fait aussi que ce que ça fait, c'est que l'œuvre se rend directement au cœur de la personne. Tu sais, il y a pas... On se demande pas si tu été peint, tu sais, ça... On prend ce qu'elle nous offre, puis ça magnifie, en fait, le projet artistique. Tu as travaillé beaucoup avec des gens de longue date, mais tu as aussi des collaborations avec des plus fraîches pousses, si on veut. Oui. Donc, j'aurais voulu pouvoir interviewer une de ces personnes-là, Olivier Artaud. C'était impossible, alors je l'ai invité à se joindre à nous. Hein? Olivier est ici, il va venir nous joindre pour une petite question. Bien, Olivier, merci d'être avec nous autres puis d'avoir patienté en cachette dans le corridor, comme ça. En fait, je sais que toi aussi, tu as rencontré Hélène dans un cadre scolaire. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une étincelle pour toi puis que tu l'as invitée dans tes créations. Ben, Hélène, quand on est en interprétation au conservatoire, on la rencontre une fin de semaine. Puis c'est toujours un samedi-dimanche, puis à chaque fois, il y a comme une anticipation de « Oh mon Dieu, le samedi-dimanche, on peut-tu avoir une fin de semaine? » Fait que parfois, on arrive un peu plus scrap qu'à l'habitude à ce cours-là, puis bon, on y va des fois un peu de reculons, malgré l'excitation de se transformer. Puis là, dans cette journée-là, on se transforme en vieux, on se transforme en femme ou du sexe opposé, bref. Et là, je me vois dans le miroir, puis j'ai comme réalisé à ce moment-là que c'était ça le théâtre, dans le fond. C'est comme si ce moment-là de grande transformation complète du visage, je me suis dit, hey, j'ai appris plein de choses pendant 3 ans, mais je pense que ce déclic-là d'une seconde est plus porteur de toute l'identité théâtrale que j'ai aujourd'hui que n'importe quel cours de jeu. Je m'excuse s'il y a des profs de jeu dans la salle. Mais c'est vrai, c'est comme si à ce moment-là, puis je vois le portrait depuis tantôt, puis Martin, Alexandre, Marie-Renée, tu sais, je pense que t'es quand même une partie prépondérante de l'identité artistique de tellement d'artistes. Puis ça, je pense que c'est la partie qui m'émeut vraiment parce que c'est vrai, je pense que sans toi, je serais pas allé dans ce niveau de théâtralité-là, puis ben les spectacles qui m'ont inspiré le plus quand j'étais au conservatoire, c'était le Bourgeois, puis c'était les Filles ont soif, puis on dirait que j'avais pas fait le lien à quel point ton identité puis ton passage dans nos vies, c'est vraiment marquant, pour vrai. Il faut
que je réponde à ça, moi. Ben, t'es pas obligé de répondre Non, mais si je tu te voudrais sens dire pas, quelque mais chose. si tu as quelque chose à nous dire Oui. sur ce partage-là, je trouve que c'est important. Ben, tu sais, on a entendu beaucoup le mot coup de foudre. Aujourd'hui, ben, ça a été ça pour moi. Juste la lettre que tu m'as adressée pour m'inviter pour De Guy d'Angravel, c'était tellement bien écrit. Il écrit tellement bien que ça m'a séduit. J'ai fait oui. Je vais travailler sur De Guy d'Angravel avec vous autres. Puis c'est ton ouverture, Olivier, à la folie, à l'expressionnisme, à la théâtralité. Puis t'as pas d'âge. C'est ça qui est fantastique avec Olivier. J'ai jamais senti de différence d'âge en étant près de toi. Puis les permissions incroyables parce que tu es très proche de l'art que j'appelle avec un grand A, l'art qui permet tout, performance artistique. Puis tu m'as donné des permissions incroyables. Tu sais, dans Antigone, de faire 35 chemises de papier de soie que je rêvais depuis longtemps, voir se détruire sur scène avec quelqu'un qui est fâché, puis que sa chemise se défait. Ça, c'est un petit exemple, mais je trouve qu'on s'est bien rencontrés aussi dans la thématique là, pour Antigone, dans la profondeur de ce que ça pouvait être sur le plan contemporain, puis post-apocalyptique aussi, là, très fort. Très actuel, en fait. Très actuel, ça fait peur, mais les rats sont pas gros de même. Non. Bientôt. Mais ça, c'était une autre transformation de corps, pauvre Alexandrine, tu vois, que d'essayage avec le rat. C'est que j'ai comme des souvenirs, des souvenirs qui sont proches, mais de belles folies, de belles permissions, puis de beaucoup de confiance mutuelle. Quand tu veux. Oui? Non, mais c'est parce que tout le monde parle de plein d'éléments, genre ton sous-sol. Puis, non, mais il y a plein d'éléments qui reviennent. Puis c'est ça qui est beau dans ce parcours-là, c'est que ta boîte à outils, des fois, c'est les mêmes. Puis on s'est tous retrouvés dans ce sous-sol-là, à moitié en bobette, à mettre de la glaise dans le visage, puis essayer des trucs. Puis ce que je trouve, ben, ce que aussi tu m'as appris, c'est que... Faut que tu racontes. Oui, tout le monde a un petit doute de ce qu'on faisait. Non, mais ce que j'ai appris beaucoup de toi, c'est un metteur en scène aussi, faut que ça se mouille, faut que ça se peint, faut que ça aille dans la matière aussi, parce que vous êtes beaucoup dans la matière, vous êtes beaucoup dans l'essai-erreur. Puis avec toi, tu m'as donné la permission de me tromper puis de chercher avec toi dans ton sous-sol. Bref, allez dans le sous-sol d'Ellen Pearson, je vous en conjure. Est-ce qu'il me reste du temps pour une dernière petite question? Je peux pas terminer ça sans... tu sais, on a parlé beaucoup du passé, là. Oui. Moi, j'ai envie de savoir si tu n'as pas quelques petits secrets sur l'avenir. C'est des projets fantastiques qui s'en viennent, dont tu pourrais nous glisser un petit mot. OK. Des secrets, c'est des secrets, me semble. Non. C'est drôle. Oui, mais on est entre nous. Oui, là. oui. Je disais dernièrement... c'est drôle, mais moi, je suis jamais capable d'arrêter de créer. Jamais. Si on m'arrête de dessiner, j'écris. Si on m'arrête d'écrire, je bricole. Je place ma vaisselle en sculpture. Je sais pas. Tu sais, c'est comme si il y aura toujours un chemin pour la créativité. Puis il y a plein de nouveaux chemins que je vais emprunter. Mais il y a un leg que j'aimerais... Il y en a qui vont m'entendre puis qui vont être intéressés là, dans la salle. J'aimerais vraiment faire un leg en regroupant toutes les recettes que j'ai pu élaborer au cours de ma carrière, puis ramasser ça en beaux livres québécois avec des fournisseurs québécois. Fait que c'est ça. Ça pourrait accompagner le conservatoire, le milieu professionnel. Fait que c'est 3 petits points. Il y a déjà des gens intéressés à participer à ça. Puis là, la piqûre que j'ai eue en sautant en parachute, pas de parachute, j'ai encore le goût de ça, mais dans une version, peut-être une exposition avec du gigantisme, j'en dis pas plus, mais ça touche l'aspect humain. Puis j'espère bien rester dans la famille de théâtre à Québec. Ça se passe bien, puis je suis encore complètement investie de ça. Puis je me sens même encore plus forte qu'avant, parce que j'ai tout ce bagage que j'ai ramassé, qui m'accompagne. Puis, je vais essayer des nouvelles choses aussi, là, bien certainement.
Puis, j'ai pas eu la question de patine, mais c'est parce que je vois depuis tantôt Michel Gauthier, qui est un vénérable scénographe. Puis, je peux pas passer à côté de ça, là. Du plaisir que j'ai eu à peindre ton décor dans le CID. C'était extraordinaire. Finalement, je me pose la question. Ben oui. Merci pour On ça. faisait signe de sauver du temps, mais... Oui, mais c'est parce que... Non, c'est correct, mais c'est parce qu'il y a un souvenir merveilleux, puis je voulais le souligner. C'est comme une permission quand un scénographe qui a créé un décor nous accueille puis fait « Hey, tu vas faire ma peinture », c'est quelque chose de très intime parce que c'est comme si on partait de son esquisse et de sa maquette puis qu'on vient donner la dernière couche. C'est très impliquant, là. C'est comme de la restauration d'œuvres d'art. Il faut prendre chaque couleur qui nous est proposée puis la remettre ici. Ça fait que c'est... Merci pour ça, j'adore faire ça. Puis oui, j'ai plein de projets en tête, j'en ai trop. Fait que j'aurais pas assez d'une vie, mais je vais profiter de celle-là. On va continuer à te suivre, c'est sûr. Ouais. Ben, merci beaucoup, Hélène Persson, Ben, merci, Vano. d'avoir passé l'après-midi. Ah.